Bonjour, Pierre Cartier, pédiatre coordonnateur du centre de référence pour les maladies inflammatoires rares en rhumatologie pédiatrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge thérapeutique des arthrites juvéniles idiopathiques, ensemble de maladies rares, mais dont le regroupement représente probablement 4 à 5 000 enfants en France. Ceux-ci sont mes conflits d'intérêts, donc j'ai été amené à avoir des collaborations avec différents industriels pharmaceutiques impliqués notamment dans la mise au point de traitements biologiques des arthrites juvéniles idiopathiques. Et donc ces maladies sont dénommées, selon un consensus international, idiopathiques car nous n'en connaissons pas la cause. Dans le temps, on appelait ça les arthrites chroniques juvéniles. Ce sont des arthrites qui commencent avant l'âge de 16 ans, pour lesquels il y a une durée d'évolution d'au moins 6 semaines et aucune cause de retrouvée permettant d'expliquer la survenue de ces arthrites. Bien sûr, cela suppose un effort pour éliminer d'autres diagnostics, notamment infectieux ou de maladies auto-immunes. Alors, c'est très ancien, la connaissance des arthrites juvéniles, puisqu'on voit sur une thèse d'un Français qui s'appelait M. Diamant-Berger, à la fin des années 1880, au début des années 1890, que déjà il avait noté que différentes formes d'arthrite affectaient les enfants, certaines avec des signes systémiques de la fièvre, d'autres avec des uvéites. Il avait déjà bien noté les différentes formes d'arthrite qui pouvaient se présenter chez l'enfant et qui diffèrent souvent de celles de l'adulte. Et de la même façon, à la fin des années 1890, M. Steele a décrit, lui aussi cette fois à Londres, les 3 principales formes d'arthrite de l'enfant: la forme systémique, à qui il a donné son nom, maladie de Steele; la forme oligo-articulaire, moins grave sur le plan articulaire, sans fièvre, mais qui touche surtout le jeune enfant, surtout la petite fille, qui peut donner une uvéite chronique à œil blanc; et puis les polyarthrites variées de l'enfant jeune. En pratique, nous reconnaissons actuellement 7 groupes d'arthrites juvéniles idiopathiques, 6 groupes bien définis et puis un groupe pour toutes celles qu'on n'arrive pas à rattacher à l'un des 6 premiers groupes. Et sur cette diapositive, vous voyez la fréquence telle que nous l'observons à l'écart enfant malade, avec un recrutement un petit peu faussé, un petit peu biaisé par le fait que nous voyons plus des formes difficiles à traiter. Et puisqu'on estime être la proportion dans la population générale, donc dans la population générale, il y a probablement environ 10% de formes systémiques, au moins 50% d'oligoarthrite, donc d'arthrite qui touche par définition moins de 5 articulations au cours des 6 premiers mois, mais elles peuvent ensuite s'étendre de l'enfant jeune, et puis différentes formes de polyarthrite, de spondylarthrite de l'enfant, qu'on appelle anthésite avec arthrite juvénile idiopathique, quelques formes associées au psoriasis et d'autres formes. Alors, je passe rapidement sur la polyarthrite rhumatoïde à début juvénile, donc l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire avec présence de facteurs rhumatoïdes, car cela ne représente qu'environ 2% des enfants que nous prenons en charge, le plus souvent des adolescentes, et au fond, il n'y a pas de grande différence chez ces enfants avec la forme de l'adulte, si ce n'est que ce sont souvent des formes sévères, qu'il faut tenir compte des particularités de l'adolescence quant à l'observance, à l'acceptation des traitements et de la maladie, donc une vigilance particulière. Ce sont des formes un peu plus agressives que chez l'adulte, donc qui méritent qu'on les traite assez rapidement de façon efficace, et qu'il peut y avoir des fois des formes de chevauchement avec des maladies auto-immunes, mais cela est assez rare. À la phase tout à fait initiale, il ne faut pas poser ce diagnostic trop vite. On peut des fois avoir une infection suivie d'une arthrite réactionnelle qui va finalement guérir en quelques semaines, et même en présence d'un facteur rhumatoïde, il faut se donner un peu de temps pour confirmer ce diagnostic de forme polyarticulaire avec facteur rhumatoïde d'arthrite juvénile. La forme la plus fréquente, ce sont en fait ces petits-enfants, surtout des petites filles, qui commencent en général avant l'âge de 6 ans, une maladie articulaire qui est moins sévère en général que la polyarthrite rhumatoïde, qui se traduit par une oligoarthrite, moins de 5 articulations touchées, ou parfois une polyarthrite d'emblée, mais sans facteur rhumatoïde. Dans ce contexte, il faut surtout être très vigilant au risque d'environ 20% chez ces enfants de développer une uvéite antérieure chronique à œil blanc, qu'on ne verra pas si on ne la cherche pas. Donc on impose à ces enfants une surveillance ophtalmologique avec examen à la lampe à fente tous les 3 mois afin de détecter à temps cette uvéite si elle existe, et ce pendant 5 ans. C'est la période à risque par rapport aux premiers signes de la maladie. C'est important car si on ne la détecte pas à temps, elle se complique, il y a des synéchies, des accolements qui se forment, ça peut donner des déficit visuel, et donc il est très important de la détecter à temps, de la traiter à temps, ce d'autant que dans 80% des cas, elle peut se bilatéraliser, donc toucher le deuxième œil dans l'année qui suit le début. Bien sûr, il existe aussi des uvéites associées à des arthrites dans d'autres contextes, dans des granulomatoses de l'enfant, mais souvent l'aspect pour l'ophtalmologiste est un petit peu différent. Alors nous sommes un peu embêtés avec les oligoarthrites, entre guillemets, de début tardif, c'est-à-dire les enfants qui font des arthrites qui touchent peu d'articulations, mais ça commence après l'âge de 6 ans ou de 8 ans. Et là, en fait, le plus souvent, ce sont soit des formes associées au psoriasis,
soit le début d'une spondylarthrite juvénile, mais qui souvent commence par une ou deux articulations périphériques touchées. Il peut y avoir parfois aussi des manifestations ainsi de maladies auto-immunes ou de maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn. Ça, c'est le diagnostic différentiel. Mais donc là, il faut être un peu plus attentif avant de poser un diagnostic ferme d'oligoarthrite. L'oligoarthrite, c'est quand même d'abord la maladie de l'enfant jeune. Donc les formes associées au psoriasis, on en parle facilement lorsqu'il y a un psoriasis agressif associé. On en parle peut-être un peu à l'excès lorsqu'il y a simplement un peu de psoriasis dans la famille proche, car le psoriasis n'est pas une maladie exceptionnelle. Néanmoins, ces enfants vont avoir tendance à présenter soit une arthrite juvénile qui ressemble aux oligoarthrites ou aux polyarthrites du jeune enfant, soit une maladie qui ressemble aux spondylarthrites de l'enfant plus grand, et au fond, on va les traiter un peu de la même façon que les oligoarthrites d'un côté, que les spondylarthrites de l'autre, avec un peu les mêmes médicaments, plus, si nécessaire, des traitements topiques pour l'atteinte cutanée. Ce qu'on appelle donc les anthésites avec arthrite juvénile idiopathique, ce sont en fait les spondylarthropathies juvéniles qui, dans 80% des cas, n'ont pas au début de la maladie d'atteinte axiale, donc il n'y a pas d'atteinte des articulations sacro-iliaques, de raideur du rachis. Il y a plutôt une arthrite périphérique, un gros genou, un gros orteil, et presque toujours des signes d'inflammation au point d'insertion des tendons, donc des anthésites, qu'on va chercher au niveau des tendons d'Achille, des tendons rotuliens, etc. La prise en charge est relativement proche de celle des adultes avec spondylarthropathie, mais là encore, il faut tenir compte des particularités de l'adolescent, etc. Et enfin, la maladie la plus caractéristique de l'enfant à côté des oligoarthrites est la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Il existe une maladie de style chez l'adulte qui est encore plus rare que la forme systémique de l'enfant. Et chez l'enfant, elle est caractérisée par un début généralement très fébrile, très inflammatoire, qui impose une recherche importante de toutes les autres causes de fièvre et de douleurs articulaires chez l'enfant. Et donc on va passer en revue toutes les infections, les syndromes auto-inflammatoires divers, des maladies comme la maladie de Kawasaki chez le petit enfant, et ce n'est qu'une fois qu'on a vraiment fait ce diagnostic différentiel qu'on va retenir le diagnostic de forme systémique. Et donc cette diapositive vise à résumer un peu les caractéristiques majeures de cette maladie. Donc la fièvre par pic, souvent le soir, avec des franches chutes de température à moins de 37 entre les pics. Le rash cutané, souvent un côté très douloureux des articulations, parfois des muscles, parfois au niveau du ventre ou du thorax au moment des poussées. Parfois une touche de péricardite, voire de myocardite, donc d'inflammation autour du cœur. Et puis l'arthrite qui peut être très sévère, très érosive et qui apparaît soit d'emblée, soit de façon retardée. Quelques-uns de ces patients peuvent avoir aussi un grand dérèglement du système immunitaire, ce qu'on appelle un syndrome d'activation macrophagique, qui peut mettre en jeu le pronostic vital si on ne le prend pas en charge rapidement. Donc, quand on soupçonne une arthrite juvénile, avant d'envisager son traitement et avant d'affirmer le diagnostic, il faut éliminer d'autres affections. Et la plupart des examens qu'on fait au début de la maladie visent surtout à éliminer une infection, une maladie auto-immune, éventuellement une néoplasie. On fait relativement peu d'imagerie au début de la maladie parce que les radios au départ sont souvent normales ou montrent juste un peu d'épaississement des parties molles. De plus en plus à l'avenir, on va être amené à utiliser l'échographie et peut-être l'IRM pour mieux documenter l'atteinte liée à ces arthrites juvéniles. On peut chercher des auto-anticorps. On a des anticorps antinucléaires dans les oligoarthrites ou les polyarthrites du jeune enfant, mais sans spécificité, qui sont associés à un petit surrisque d'uvéite. On a un facteur rhumatoïde parfois, comme on l'a vu dans les arthrites de l'adolescente, ou des anti-CCP comme dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. Et puis on peut chercher le HLA-B27, mais ce n'est pas indispensable de le chercher au début de la prise en charge. Ça ne va pas modifier profondément la prise en charge lorsqu'on soupçonne une spondylarthropathie juvénile. Alors, il va falloir, lorsqu'on prend en charge ces enfants et avant de commencer un traitement, on va faire un état de l'avancée de la maladie, de sa gravité, de la diffusion éventuelle à différents organes et d'éventuelles fragilités dont il faudrait tenir compte dans le traitement, puisque les médicaments que nous allons utiliser peuvent pour beaucoup exposer à un surrisque infectieux et peuvent pour quelques-uns, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, exposer à des complications d'intolérance digestive notamment, plus rarement rénale. Donc il faut bien faire un point de l'aspect organique et aussi, je dirais, des aspects psychosociaux, voir si c'est une famille et un enfant qui ont besoin d'être accompagnés plus que d'autres pour bien comprendre le traitement, pour bien y adhérer, pour savoir bien réagir et contacter qui il faut en cas de complications. Les traitements classiques restent importants, même à l'ère de traitements biologiques, de traitements modernes qui ont révolutionné la prise en charge des arthrites juvéniles. Nous restons très dépendants des vieux médicaments et de la médecine fonctionnelle, qui gardent toute leur place, à commencer pour les médicaments par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, naproxène, etc., à utiliser à des doses souvent élevées. On peut trouver sur Internet, sur le site de la Haute Autorité de Santé, un plan national de diagnostic et de soins
accessible à tous en ligne, qui donne les doses possibles pour ces différents médicaments, qui sont souvent 1,5 ou 2 fois les doses du dictionnaire Vidal. On a une utilisation fréquente des infiltrations articulaires lorsqu'on a des artères qui touchent peu d'articulations. Là, plutôt que de donner un traitement général trop puissant, on préfère infiltrer 1, 2, 3 articulations par des corticoïdes en privilégiant pour les grosses articulations l'hexacitonide de triamcinolone, qui est le corticoïde local qui marche le mieux. Et bien sûr, on va rechercher et traiter éventuellement par des collyres, corticoïdes et midriatiques, une éventuelle uvéite associée à l'arthrite juvénile. À ces traitements médicamenteux, il faut associer, lorsque l'enfant en a besoin, une kinésithérapie pour éviter que se forment des rétractions articulaires. Et ça, il faut la commencer même en phase inflammatoire. Il ne faut pas, comme certains le pensent, attendre que la maladie inflammatoire soit calmée et que la maladie soit froide pour essayer de récupérer ce qu'on peut avec la kiné. Dès le départ, un bon kinésithérapeute peut, de façon indolore, aider l'enfant à ne pas prendre des attitudes vicieuses. Lorsque l'arthrite diffuse de façon polyarticulaire, ou lorsqu'on ne contrôle pas bien les choses avec les traitements de première ligne, le traitement de deuxième ligne le plus utilisé est, comme chez l'adulte, le méthotrexate, tout au moins dans la plupart des arthrites juvéniles idiopathiques. Méthotrexate qui est donné 1 fois par semaine à des doses de l'ordre de 10 à 15 mg par mètre carré ou de 0,3-0,6 mg par kilo. Cependant, on n'utilise pas tellement le méthotrexate à la phase initiale dans les formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique où il marche clairement moins bien, et on n'utilise pas si souvent que ça dans les spondylarthrites juvéniles où, à l'image de ce qui est fait chez l'adulte, on passe parfois d'emblée des anti-inflammatoires non stéroïdiens, éventuellement à la sulfasalazine et au besoin aux anti-TNF, donc au traitement biologique. La corticothérapie générale est un traitement que nous essayons d'éviter chez l'enfant, tout au moins à des doses élevées et de façon prolongée, car elle a un ralentissement sur la croissance, en plus de ses autres effets secondaires sur la minéralisation osseuse, l'œil, le syndrome cochénoïde, etc. Néanmoins, dans certaines situations, dont certaines uvéites sévères ou des formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique, on a encore besoin de prescrire, pour des durées heureusement de plus en plus courtes, d'assez forte corticothérapie générale. Alors, la vraie révolution est venue clairement des biothérapies. Certes, il y a une autorisation de mise sur le marché, une AMM, pour le méthotrexate dans les arthrites juvéniles idiopathiques d'évolution polyarticulaire. Et certes, ce traitement rend d'immenses services, mais dès lors que nous avons maintenant la possibilité avec les traitements modernes d'obtenir une maladie inactive, une rémission complète chez la plupart des enfants, c'est cet objectif que nous visons dans la plupart des cas, et pour l'obtenir, une très forte proportion de nos patients vont avoir besoin d'un traitement de troisième ligne, qui sera ce qu'on appelle un traitement biologique, un traitement ciblé. Parmi ces traitements, certains ont déjà obtenu, je l'ai mis en jaune ici, une autorisation de mise sur le marché dans certaines indications. Vous voyez ici que dans des polyarthrites en échec du méthotrexate, dans des spondylarthropathies de l'enfant sévère, on peut utiliser certaines biothérapies et on peut utiliser d'autres biothérapies dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique en échec des corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. J'ai ajouté aussi le fait que beaucoup de ces biothérapies sont à l'essai, c'est ce qui apparaît en blanc dans d'autres indications, comme dans l'uvéite par exemple, et qu'il y a aussi une grande dynamique en rhumatologie pédiatrique pour des biothérapies similaires ou légèrement différentes dans d'autres maladies inflammatoires, comme certaines vascularites de l'enfant ou certaines maladies auto-inflammatoires de l'enfant. Les anti-TNF-alpha ont été les premières biothérapies dont nous avons commencé à bénéficier à la toute fin des années 90 en France chez l'enfant. Donc le TNF-alpha est sécrété par de nombreuses cellules, va se fixer sur un récepteur trivalent à la surface de la cellule, mais il existe aussi un récepteur naturel qui circule et qui va éliminer l'excès de TNF-alpha. Et donc la première molécule que nous avons eue chez l'enfant, l'étanercept, est une molécule qui mime un peu l'action de ce récepteur circulant pour éviter que trop de TNF-alpha se fixe sur le récepteur de la cellule et déclenche le signal inflammatoire. Donc il y a une étude qui a été publiée dès l'année 2000 par des collègues américains chez l'enfant et qui avait été originale à l'époque parce qu'elle permettait aux enfants qui participaient à cette étude de recevoir tous le nouveau produit dès l'inclusion dans l'étude. On se donnait quelques mois, en l'occurrence 3 mois de traitement, on évaluait la proportion de répondeurs et chez ces répondeurs, il y avait un tirage au sort pour, en double insu, donc sans que le médecin ou l'infirmière ou l'enfant ou la famille ne sache qui recevait quoi, on poursuive le traitement par étanercept ou on donne un placebo afin de voir si on rechutait plus sous placebo. Et de fait, comme on le voit sur la diapositive que je vous montre maintenant, les taux de réponse étaient excellents chez ces enfants qui avaient pourtant plusieurs années d'évolution de la maladie et une mauvaise réponse au méthotrexate, puisque plus de 80% étaient améliorés par l'étanercept. Mais comme ce traitement n'est que suspensif, comme c'est le cas malheureusement de tous les traitements dont je vais vous parler aujourd'hui, très efficace, capable dans la majorité des cas d'obtenir une maladie inactive, mais seulement de façon suspensive, ils ne guérissent pas la maladie qui guérira le jour où elle voudra bien guérir d'elle-même, et bien dans ce contexte,
le traitement, une fois arrêté, la maladie revenait, on reprenait le traitement, la maladie était de nouveau améliorée. Donc ça suffit, cette petite étude chez 69 patients, à obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe, comme aux États-Unis, pour ce traitement dans les arthrites juvéniles polyarticulaires en échec du méthotrexate. Peu d'années derrière, un autre anti-TNF, un anticorps anti-TNF, l'adalimumab, a montré son efficacité dans un contexte similaire, tout en montrant que pour celui-ci, il valait mieux l'associer au méthotrexate pour avoir la pleine efficacité. Et on pense chez l'enfant comme chez l'adulte, même si on manque encore de données solides, il y a quelques petits articles qui ont commencé à être publiés à ce sujet, que si on ne met pas un peu de méthotrexate ou un autre immunosuppresseur avec l'adalimumab, on a peut-être plus de risque d'avoir des anticorps anti-adalimumab qui se forment chez le patient et que ce médicament perde de son efficacité avec le temps. Donc on préfère associer à l'adalimumab un peu de méthotrexate pour avoir une pleine efficacité sur la durée. Et en changeant de classe thérapeutique, il y a un autre médicament qui a fait l'objet d'une étude internationale par sa voie intraveineuse à partir de l'âge de 6 ans et qui est en cours d'étude par la voie sous-cutanée à partir de l'âge de 2 ans chez l'enfant avec polyarthrite. Et ça, c'est donc une molécule originale, le CTLA4-IG ou abatacept, qui vient donner un signal régulateur entre la cellule qui présente l'antigène et le lymphocyte T, qui est un peu le chef de l'immunité, afin d'éviter là encore qu'une inflammation ne s'installe et ne se pérennise. Et dans cette étude internationale, de la même façon que dans ce que je vous avais montré, on traitait tous les patients. Là, c'est une grande étude avec presque 200 patients. Et après quelques mois, après 4 mois, on tirait au sort et on continuait soit un placebo, soit le traitement actif. Donc au bout de 4 mois, les taux de réponse étaient assez bons. Ils étaient un peu moins bons chez les patients qui avaient été en échec de l'étanercept. Donc on avait là sélectionné les patients déjà difficiles à traiter, parce que quelques patients qui ne répondaient pas à un anti-TNF avaient plutôt 30% de chances de répondre à 4 mois à l'abatacept, alors ceux qui n'avaient été en échec que du méthotrexate avaient plutôt 60% de chances de répondre. Donc en moyenne, on arrivait à peu près à 60% de répondeurs à 4 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on mettait sous placebo, on voyait les patients rechuter sous placebo, la ligne en pointillé ici, mais beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait attendu. Donc au fond, certains patients, après avoir eu 4 mois de traitement, restaient longtemps en maladie inactive ou en maladie qui ne s'aggravait plus, puisque vous voyez qu'à 6 mois de distance, 42% des patients mis sous placebo n'avaient pas encore rechuté. Ce qui ouvre l'idée que peut-être que certains traitements d'action plus progressive mais plus prolongés pourraient être donnés de façon un peu séquentielle dans l'arthrite juvénile. Cela demande encore à être montré, tout comme il faudrait démontrer, on va y revenir, la possibilité, une fois qu'on a obtenu une bonne réponse, d'alléger et peut-être même d'arrêter la biothérapie. Et la dernière grande molécule qui a prouvé son efficacité dans les arthrites juvéniles idiopathiques polyarticulaires, c'est le tocilizumab, qui est un anticorps contre le récepteur de l'interleukine 6. Il y a eu d'abord des essais au Japon, puis un essai international auquel nous avons participé, qui a montré qu'il fonctionnait bien et qu'il fallait aussi adapter un petit peu la dose pour des doses plus élevées en milligrammes par kilo chez les petits enfants par rapport aux grands. 8 mg par kilo toutes les 4 semaines chez les enfants de 30 kg et plus, 10 mg par kilo toutes les 4 semaines chez les enfants de moins de 30 kg. Et là encore, il y a un essai thérapeutique en cours avec la voie sous-cutanée. On voit ici que si on donnait la même dose aux petits enfants qu'aux grands, on voit en bleu foncé que la courbe de ces petits enfants qui ne recevaient que 8 mg par kilo donne des résultats un petit peu moins bons que les mêmes enfants en bleu clair chez qui on donnait 10 mg par kilo, où là les courbes se rapprochent en termes d'efficacité du 8 mg par kilo en vert des grands enfants. Donc on a différents taux de réponse 30%, 50%, 70%, 90%. Je dirais que 70% c'est déjà une excellente réponse, et donc 2/3 des enfants, quand ils étaient bien dosés, obtenaient en quelques semaines, au bout de 16 semaines, ces taux de réponse. Donc actuellement, dans les arthrites juvéniles idiopathiques, en plus du méthotrexate, nous avons dans les polyarthrites de l'enfant ou dans les arthrites qui ont eu un début oligo-articulaire mais qui se sont étendus ensuite à 5 articulations ou plus, la possibilité d'utiliser déjà 3 biothérapies, étanercept et adalimumab, qui sont 2 anti-TNF, les deux dès l'âge de 2 ans. L'étanercept 0,8 mg par kilo sans dépasser 50 mg une fois par semaine. L'adalimumab 24 mg mètre carré jusqu'à l'âge de 13 ans, puis 40 mg toutes les 2 semaines, associé au méthotrexate, si possible, sauf intolérance au méthotrexate. Et le tocilizumab peut, par voie intraveineuse, être utilisé aussi en première biothérapie en cas d'échec du méthotrexate dès l'âge de 2 ans chez l'enfant, avec des perfusions toutes les 4 semaines. En cas d'échec d'une première biothérapie, nous pouvons soit utiliser l'une des 3 que je viens de vous citer, soit passer à l'abatacept à partir de l'âge de 6 ans par voie intraveineuse, sachant qu'on attend encore les résultats des essais avec les formes sous-cutanées. Alors, il y a toute une série d'études en cours ou récentes qui ont permis ou qui vont permettre d'élargir les indications.
Il y a eu des études avec les deux anti-TNF dont je vous ai parlé, l'étanercept et l'adalimumab, dans les oligoarthrites du jeune enfant, dans les spondylarthrites de l'enfant et pour l'étanercept dans l'arthrite juvénile associée au psoriasis. Il y a eu un essai qui a avorté parce qu'il n'a pas obtenu l'objectif principal, bien que le traitement semblait actif, avec le golimumab, qui est un autre anti-TNF. Un quatrième anti-TNF, le sartolizumab pegol, fait l'objet d'un essai. J'en profite pour dire qu'un anti-TNF plus ancien, l'infliximab, avait fait l'objet d'un essai, mais qui n'a pas été concluant pour diverses raisons, et donc il n'y a pas eu de développement dans l'arthrite juvénile. Et nous avons donc, comme je vous l'ai dit, des essais avec des médicaments déjà autorisés par voie intraveineuse, mais qu'on teste par voie sous-cutanée, l'abatacept et le tocilizumab. Et à côté de ça, à côté d'essais un petit peu classiques, comme je vous ai montré, qui visent à essayer des médicaments chez les enfants qui ont été en échec, d'abord des anti-inflammatoires, éventuellement un peu de corticoïdes et du méthotrexate, et enfin on met la biothérapie, il y a des essais plus ambitieux qui aimeraient tester plus précocement les biothérapies chez certains groupes d'enfants et se fixer des objectifs qui peuvent être la maladie inactive à court terme, la rémission à moyen terme, et d'ensuite alléger le traitement. Donc, ce sont ce qu'on appelle les approches treat to target, donc avec un objectif qu'on se fixe, on essaie de l'obtenir, ensuite on adapte le traitement, qui correspond probablement à l'approche qui va se développer de plus en plus au cours des années qui viennent. Alors si je change un peu de pathologie, parce que vraiment la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, maladie de style de l'enfant, est une maladie très différente des autres formes d'arthrite juvénile. Et là, les deux grandes approches thérapeutiques qui ont été concluantes ces dernières années sont les anti-interleukine 6 avec le tocilizumab et les anti-interleukine 1 avec anakinra, rilonacept et canakinumab. Donc là, on a des enfants qui arrivent en situation initiale fébrile, souvent une arthrite mal tolérée, souvent on doit les hospitaliser, éliminer une infection, prendre en charge une certaine dénutrition, des douleurs. On aime bien, parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'indométacine, qui a une dose de l'ordre de 3 mg kg jour, a une bonne puissance d'action sur des maladies très inflammatoires comme celle-ci, mais bien souvent ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, il est intéressant de contacter un centre expert. L'attitude la plus générale est de débuter une corticothérapie générale, une fois qu'on a éliminé tout autre diagnostic. Certaines approches plus récentes que je vous montrerai amènent à discuter la possibilité d'une biothérapie de type anti-L1 avant même les corticoïdes. Donc c'est encore un peu du domaine de la recherche, ce n'est pas encore validé. Et puis, il y a eu des essais avec, je vous l'ai dit, des médicaments chez les enfants plus petits ou dans les spondylarthropathies, dans le psoriasis. Donc ça, c'était juste des données préliminaires qui ont été présentées pour l'étanercept et l'adalimumab chez ces enfants. Et pour vous montrer qu'ils ont pu observer alors, ce qui se passait sous étanercept dans cette étude chez 60 enfants petits avec oligoarthrite, 38 avec spondylarthrite et 29 avec psoriasis. Globalement, la majorité des patients dans cet essai ouvert, tous recevaient le traitement, complétaient les 12 premières semaines de traitement, ce qui voulait dire qu'ils le toléraient bien et que ça semblait leur apporter un certain bénéfice. Donc la grande majorité dans tous les groupes ont continué cet essai. Bon, on voit que c'est des enfants bien sûr plus âgés lorsqu'il s'agissait du psoriasis ou de l'anthésite avec arthrite, qu'ils avaient des durées de maladie un peu différentes en fonction du sous-groupe, que certains avaient eu plus du méthotrexate, d'autres plus de la sulfasalazine, suivant qu'ils étaient plus oligo-articulaires ou spondylarthrite. Mais finalement, la grande majorité avait répondu, et y compris à des bons seuils de réponse. Et pour les maladies qui donnent aussi d'autres atteintes que l'arthrite, comme l'anthésite des spondylarthrites ou le psoriasis cutané, eh bien, l'étanercept semblait aussi marcher assez fréquemment sur ces autres pôles de la maladie. La tolérance était correcte, mais sur une durée d'observation courte et une petite population de patients. Donc ce serait intéressant de suivre la pharmacovigilance à long terme pour bien documenter comment ce type de traitement dans différentes indications est toléré sur les années sur les grandes populations de patients. Et de la même façon, l'adalimumab, l'anticorps anti-TNF, a fait l'objet d'un essai à la fois d'une part dans les spondylarthrites, d'autre part dans les oligoarthrites étendues du petit enfant de moins de 4 ans, ou de moins de 5 ans et moins de 15 kg. Et là encore, la grande majorité des enfants sont allés jusqu'au bout du traitement. Et là, c'est une étude randomisée contre placebo. On voyait que les taux de réponse étaient excellents dans la phase ouverte, dans la première phase, aussi bien à 12 qu'à 24 semaines, et qu'on avait une pharmacocinétique, donc des dosages de médicaments qui étaient chez ce jeune enfant proches de ce qu'on attendait chez un enfant plus grand aux doses utilisées. Donc clairement, ces études ont permis que ces médicaments, étanercept et adalimumab, soient utilisés aussi chez les enfants jeunes. Alors je reviens à la forme systémique, la maladie de Still, où là il y avait au départ l'idée qu'il faut peut-être réserver les biothérapies aux enfants qui ont un risque de développer une forme chronique. En effet, 10 à 40% des patients, ma vision des choses c'est que c'est plutôt 10% que 40%, mais c'est un peu discuté, vont avoir une forme monophasique, qui aurait une grande poussée de quelques mois, et puis cette forme systémique, cette maladie de Still va guérir.
Et au fond, dans ces formes-là, il vaut peut-être mieux n'utiliser que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes, mais pas forcément un traitement aussi récent qu'une biothérapie. Mais la grande majorité des enfants vont avoir une évolution à rechute, ou même, pour plus de la moitié d'entre eux, une évolution continue, insidieuse, avec une arthrite qui s'installe et qui progresse, sans ou avec persistance de la fièvre. Et dans ces formes-là, clairement, plus le temps avance, plus tous les experts sont convaincus qu'il vaut mieux ne pas trop tarder à introduire un traitement très efficace, et plutôt que les corticoïdes qui ont beaucoup d'effets secondaires, nous sommes intéressés par les approches de type biothérapie anti-L1 ou anti-L6. Donc ça, c'est pour vous résumer un petit peu sous forme d'un schéma l'évolution de cette maladie. Au départ, une phase initiale très fébrile et parfois d'emblée une polyarthrite. Parfois, l'arthrite apparaît de façon un peu décalée. Quand les enfants n'ont pas la chance de faire une forme monocyclique, quelques-uns auront un profil plus inflammatoire mais pas trop d'arthrite et cela peuvent éventuellement guérir avec peu ou pas de séquelles. Mais tous ceux qui font une arthrite diffuse avec ou sans fièvre au long cours ont un extrêmement fort risque de séquelles articulaires graves. C'est la maladie la plus érosive, la plus agressive qu'on connaisse parmi les arthrites juvéniles sur le plan articulaire. Donc là, vraiment, il y a un intérêt à considérer rapidement des traitements. Et donc cette vieille diapo de différentes publications pour vous montrer que, quelle que soit la publication, on voit qu'au moins 50% des enfants ont une forme persistante avec le temps qui mérite un traitement plus fort que ce que ça avait donné dans le temps. Le pronostic fonctionnel, il est lié à la polyarthrite destructrice, il est lié à des problèmes de croissance de la mandibule avec micro-rétrognathie, à l'ostéoporose liée à la maladie, qui va être encore aggravée si on donne des corticoïdes, au retard de croissance lié à la maladie inflammatoire, qui va être encore aggravé aussi si on donne des corticoïdes, et dans le temps, ces enfants mourraient adultes, parfois jeunes, d'amylose secondaire, liée à l'inflammation persistante sur la durée. Donc heureusement aujourd'hui, il devient rare que ces enfants développent une amylose parce qu'on sait mieux contrôler l'inflammation avec les traitements modernes. On connaît des facteurs de mauvais pronostic, la diffusion de l'atteinte articulaire au départ, l'atteinte de hanche, peut-être de poignet, l'intensité du syndrome inflammatoire, la corticodépendance à 6 mois et même à 3 mois de la maladie. Et chez un enfant qui, au bout de 3 mois, garde une maladie évolutive inflammatoire, malgré une corticothérapie, il vaut probablement la peine, à ce stade et pas plus tard qu'à ce stade, d'introduire une biothérapie efficace en lien avec un centre expert. Chez un enfant qui ne répond pas bien à une première biothérapie, on arrive là probablement à un critère de gravité supplémentaire parce qu'il devient plus difficile, même si ça reste possible, d'obtenir une maladie inactive sous une seconde ou troisième biothérapie. Nous allons y revenir. Alors cette maladie, comme je le disais, a comme particularité de pouvoir mettre en jeu le pronostic vital, soit du fait de l'extrême inflammation mal contrôlée associée à une activation macrophagique, soit exceptionnellement par des complications locales, comme l'arthrite des cartilages ORL, l'arthrite aryténoïdienne qui peut créer une asphyxie. Je n'ai vu ça qu'une seule fois de ma vie, bon, l'enfant a été sauvé. Et puis à plus long terme, des complications cardiovasculaires, l'amylose favorisée par l'inflammation, et parfois même des problèmes psychiatriques sous corticoïdes ou d'hémorragie digestive anti-inflammatoires qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc une maladie grave. Chez les quelques enfants qui font une forte activation macrophagique, on pense qu'il s'agit de formes génétiques un peu particulières qui peut-être pour certains partagent des anomalies génétiques avec des maladies qu'on connaît, des maladies immunologiques qui donnent de l'activation macrophagique précoce. Tous ne le partagent peut-être pas. Et dans les approches thérapeutiques, là, les corticoïdes gardent leur place. Des vieux médicaments comme la cyclosporine peuvent aider. Peut-être que dans certains cas, ça mérite d'essayer une biothérapie comme un anti-L1 ou un anti-L6 pour calmer la maladie active et cette maladie active participant à l'activation macrophagique, aider à mieux contrôler l'activation macrophagique. C'est un peu risqué parce que s'il y a une infection sous-jacente, on n'aime pas trop bombarder l'enfant d'immunosuppresseurs et ces médicaments sont quand même partiellement immunosuppresseurs. Et plus récemment, sous l'impulsion d'un Italien qui s'appelle De Benedetti, il y a tout un développement d'un programme avec une approche anticorps anti-interféron gamma qui pourrait être très intéressante dans ces symptômes d'activation macrophagique liés à la maladie de Steele. Alors juste pour rappeler, à travers ce petit travail que nous avions mené avec Madame Prieur dans le temps, que malheureusement, au moins dans les formes évoluées, les approches anti-TNF ne marchent pas très bien dans la forme systémique. On voyait ici qu'à côté des oligos ou des polyarthrites de l'enfant, même évolués en bleu clair ou bleu foncé, qui au bout d'un an, pour la majorité, étaient quand même des bonnes répondeuses à l'étanercept, les formes systémiques en orange, il y avait peu de bons répondeurs à un an. Il y avait des réponses, mais imparfaites et qui tendaient à se perdre un peu avec le temps. Alors, je vous montre 2 ou 3 diapositives, mais avec un œil extrêmement critique, pour vous dire qu'existe depuis 2011, renouvelé en 2013, des recommandations de l'American College of Rheumatology pour le traitement des arthrites juvéniles. Ces recommandations sont acceptables pour les formes non systémiques, mais sont à mon avis très mauvaises pour les formes systémiques, parce qu'elles ne tiennent pas forcément compte des données les plus récentes et se permettent même de recommander des vieux médicaments, un peu sur l'avis de médecins experts, mais sans bon soutien par des études cliniques et avec au contraire une connaissance générale par les différents experts que ces médicaments marchent en fait médiocrement. Donc en plus, les experts pensent qu'il faut traiter différemment dans
dans ce travail les formes systémiques avec beaucoup de fièvre de celles qui n'ont que de l'arthrite. C'est partiellement vrai, néanmoins les formes systémiques qui n'ont plus de fièvre mais toujours de l'arthrite restent à traiter comme des formes systémiques qui n'ont pas tout à fait la même réponse au traitement qu'une polyarthrite qui n'a jamais eu de fièvre. Donc il est quand même important de se rappeler que c'est une entité en elle-même. Et donc là, il propose certains traitements que j'ai mis en jaune, qui sont effectivement des traitements valides, parce qu'il y a eu des études cliniques pour les anti-L1 et les anti-L6, mais il propose plein d'autres traitements que j'ai mis en blanc, pour lesquels il n'y a aucune bonne evidence-based medicine, aucune étude solide pour prouver que ces traitements ont du sens, et pour certains, on sait même qu'ils ne marchent pas bien du tout, comme méthotrexate ou les flunomides. Donc je passe rapidement sur ces recommandations que vous pouvez voir, mais qui à mon avis sont éminemment critiquables, car ne se basent pas sur une bonne médecine expérimentale. Ce qu'on sait en fait, c'est que les deux approches qui ont prouvé par des études qu'elles marchaient bien sont, comme je vous le disais, les anti-L1 et les anti-L6. Pour les anti-L1, je ne vous parlerai pas du second, du rilonacept, parce qu'il a un développement un peu plus lent que les autres et il n'a pas été étudié chez l'enfant en France. Je vous dirai quelques mots de l'anakinra et du canakinumab, qui sont les deux principaux anti-L1 pour lesquels nous avons une expérience. Donc on a des arguments expérimentaux pour penser que l'interleukine 1 joue un rôle important dans cette maladie, et des collègues américains s'étaient attachés à le montrer en prenant des cellules d'un sujet sain. Quand ils mettaient du plasma d'un sujet sain, il y avait une expression de certains gènes, de certaines protéines. Quand ils mettaient des plasmas de patients avec une forme systémique active, ils voyaient une expression des gènes très particulière. Il y avait une grande activation de l'immunité de première ligne, et on avait quelque chose qui ressemblait à ce qu'on aurait observé si on avait mis de l'IL1 sur le bouillon de culture, donc ce qu'on appelle une signature propre à la maladie. Et on pouvait calmer cette signature tout en améliorant la situation des patients en leur donnant un anti-L1 qui était l'anakinra. On voit ici qu'il améliorait les patients, mais en même temps il améliorait cette signature cytokinique. Donc nous avons développé un petit essai français testant l'anakinra contre un placebo chez ces enfants, qui a montré qu'à court terme ça marchait. La plupart des enfants répondaient à l'anakinra, ne répondaient pas au placebo. Que qu'on continuait, mais en baissant les corticoïdes, quelques enfants, qui étaient des enfants qui avant étaient corticodépendants, avaient des rechutes de la maladie. Le médicament manquait un peu de puissance pour maintenir l'effet sur la durée. Néanmoins, au bout d'1 an, on avait quand même 6 enfants sur 22 exposés à l'anakinra qui étaient en rémission complète, n'avaient plus de corticoïdes et allaient parfaitement bien. Donc il y a un sous-groupe d'enfants chez lequel ça marche extrêmement bien, il y a un sous-groupe chez lequel ça ne marche pas, il y a un sous-groupe chez lequel ça marche, mais avec un manque d'efficacité, peut-être lié au fait que les doses qu'on utilisait étaient un peu faibles chez le jeune enfant. On a depuis fait des études de dosage médicamenteux, de pharmacocinétique, qui montrent qu'il faut utiliser des doses plus fortes chez l'enfant de petits poids lorsqu'on raisonne en milligrammes kilo. Peut-être lié au fait que ce traitement manque un peu de puissance, il s'élimine très vite, il a une demi-vie dans le sang très courte. Voilà. Et puis on avait vu qu'il pouvait aussi être associé parfois, comme tout médicament, à des effets secondaires. On a eu une hépatite en particulier. Alors ce qui est intéressant, c'est que les collègues hollandais ont été plus modernes que nous. Ils ont proposé d'utiliser l'anakinra à la phase relativement précoce de la maladie, avant toute corticothérapie générale, chez des enfants qui avaient une arthrite juvénile systémique, qui ne répondaient pas bien à l'indométacine, après 3 semaines ou quelques mois de maladie. Et en faisant ça chez une vingtaine d'enfants, ils ont eu d'extrêmement bons résultats chez la plupart de leurs enfants. Néanmoins, on ne peut pas savoir si leurs résultats qui montrent qu'au bout de 2 ans, ils avaient 8 enfants sur 20 qui n'avaient plus aucun traitement et qui allaient parfaitement bien. Est-ce que c'était un peu grâce au traitement, est-ce que le fait d'avoir traité précocement avait permis de modifier le cours évolutif de la maladie, ou est-ce qu'au fond ils auraient de toute façon eu 40% de leurs enfants, ce qui est un peu l'estimation haute, qui aurait fait une forme monocyclique et qui aurait obtenu la même situation? On ne le sait pas. Néanmoins, c'est une approche intéressante qui mériterait d'être consolidée par une étude plus ambitieuse, internationale, et ils ont montré par les petits tests immunologiques l'intérêt peut-être d'utiliser précocement un anti-L1 avant que la maladie ne s'installe et n'entraîne un vrai problème de dérèglement immunitaire et une polyarthrite. Curieusement, aux États-Unis, il y a un article qui rapportait qu'il était assez commun dans les centres américains de donner l'anakinra, donc l'anti-L1, avant toute corticothérapie. Je ne sais pas si parce qu'ils sont mieux couverts par les assurances pour faire ce type de traitement, si c'est parce qu'ils ont très peur des corticoïdes à cause du problème de l'obésité aux États-Unis. Néanmoins, c'est une approche qui est intéressante, mais qui mériterait d'être mieux cadrée et mieux analysée. À côté de l'anakinra, il y a eu un problème de développement extrêmement important pour le canakinumab. C'est important parce que l'anakinra, au moment où je vous parle, n'est pas autorisé dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Ça reste une biothérapie très utilisée parce qu'il y a une certaine tolérance de la sécurité sociale. Néanmoins, en toute rigueur, nous n'avons pas le droit de l'utiliser dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Par contre, cette autre molécule a obtenu une autorisation, le canakinumab, qui est un anticorps monoclonal contre l'IL1 bêta, donc vraiment la cytokine impliquée dans la physiopathologie de la maladie de Steele. Et je vous passe rapidement sur la diapositive qui montre qu'il y a eu des programmes de développement, un programme de phase 2, un programme de phase 3, avec des essais qui montraient d'une part que ça marchait mieux que le placebo à court terme en quelques semaines, à 2 et 4 semaines, et d'autre part que si on traitait les patients, on pouvait ensuite essayer d'arrêter le traitement
certains rechutaient, d'autres pas. En tout cas, on rechutait moins si on continuait le traitement que si on était sous placebo, et on répondait de nouveau lorsqu'on était remis sous traitement. Donc, et on pouvait aussi baisser les corticoïdes sous traitement. Donc ça, à court terme, en gris, vous avez le placebo qui donne un petit 10% de réponse lorsqu'on a un seuil pas trop exigeant de 30% d'amélioration et seulement 2% lorsqu'on a 70% d'amélioration. Et le traitement actif qui donne 80% de réponse lorsqu'on se met à 30% et 2 tiers de réponse lorsqu'on se met à 70%. Donc clairement bien plus puissant, avec quelques effets secondaires, hein, varicelle, activation macrophagique, peut-être favorisée par la baisse des corticoïdes qui a eu lieu en même temps ou juste avant gastroentérite. Et puis des patients qui ont pu baisser les corticoïdes sous traitement, comme cela avait été souhaité, assez rapidement, et des patients qui, quand on continuait le traitement, ne rechutaient pas beaucoup, alors que quand on les mettait sous placebo, rechutaient davantage. Donc tous ces arguments réunis ont prouvé l'efficacité de ce traitement de cette maladie et permis qu'il obtienne une autorisation de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on est autorisé à prescrire le canakinumab dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique en échec des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes chez l'enfant dès l'âge de 2 ans. Néanmoins, ce traitement n'est pas encore remboursé par la Sécu parce qu'il est cher. Donc la plupart des enfants que nous traitons par canakinumab, nous le faisons dans le cadre d'essais thérapeutiques d'extension. On propose à ces enfants d'intégrer un essai en cours qui leur permet de recevoir le canakinumab, d'étudier la réponse vaccinale et de le recevoir ainsi gratuitement jusqu'au moment où il sera disponible et remboursé en ville. Alors, dans les événements indésirables graves, il y a eu des choses banales. Il y a eu, et ça a été un peu une redécouverte, aussi bien sous canakinumab que sous l'autre médicament puissant dont je vous parlerai, le tocilizumab, quelques cas d'hypertension artérielle pulmonaire pouvant entraîner le décès. Et en fait, on s'est rendu compte que cette hypertension artérielle pulmonaire, c'est une complication de forme vieillie de maladie de style, probablement indépendante des traitements, mais il ne semble pas que chez ces patients, une fois que la complication a commencé à se développer, les traitements même puissants n'aient pu éviter l'évolution fatale. Alors, est-ce que ces traitements ont eu un effet quand même partiellement positif ou pas? Est-ce qu'ils ont eu éventuellement un effet délétère? On ne le sait pas. Toujours est-il que cette HTAP, cette hypertension artérielle pulmonaire, difficile à diagnostiquer, pose vraiment un problème. Bon, et puis il y a eu quelques autres effets, donc des cytolyses hépatiques, qui sont un point à surveiller sous anti-L1 comme sous anti-L6. Donc les anti-L1 sont vraiment un traitement intéressant dans la forme systémique d'arthrite juvénile, un effet rapide, un petit manque de puissance peut-être parfois pour l'anakinra. Certains patients qui ne répondent pas à l'anakinra répondront au canakinumab. Et une AMM déjà obtenue pour le canakinumab, mais avec un remboursement encore en attente. À venir, il y aura l'étude de la décroissance thérapeutique, ça c'est déjà en cours d'étude pour le canakinumab. Et puis, comme je vous le disais, des réflexions pour essayer de trouver des biomarqueurs et des approches treat to target. On se dit on veut obtenir une rémission et ensuite alléger le traitement pour une approche vraiment moderne du traitement de ces patients. Alors l'autre grand axe thérapeutique de la forme systémique d'arthrite juvénile diabétique, c'est le tocilizumab, l'anticorps antirécepteur de l'interleukine 6. Les premiers essais faits au Japon. Et ça, c'est une diapo pour vous rappeler qu'on pouvait montrer dans des vieux travaux que les pics de fièvre ici en blanc pouvaient être précédés dans le sang de pics d'interleukine 6 en bleu et suivis de pics en rouge de l'antagoniste du récepteur de l'interleukine 1, montrant l'importance de ces deux molécules dans la physiopathologie de la maladie. Donc dans l'essai japonais, ils avaient d'abord traité tous leurs patients pendant 6 semaines, puis la moitié avait continué le traitement, l'autre moitié avait été mise sous placebo, et on voit qu'au bout de 6 semaines, les patients répondaient à plus de 90%, et pour la plupart répondaient très bien au tocilizumab, aussi bien sur le contour de la fièvre, de la CRP et de l'arthrite, et qu'ensuite quand on comparait un groupe en noir qui va continuer le traitement à un groupe en blanc qui va recevoir un placebo, on voit une différence marquée avec des rechutes sous placebo, puisque là encore ce traitement n'est que suspensif, et un effet qui perdure lorsqu'on continue le tocilizumab. Donc il y a une étude internationale derrière qui a été menée. Cette fois, on faisait d'emblée une comparaison traitement à placebo. Et dans une deuxième phase, on continue à traiter tout le monde sur le long terme pour vérifier la bonne tolérance, avec des adaptations de doses chez les petits, parce qu'on avait compris de l'essai japonais que là encore, les enfants de faible poids avaient besoin de doses un peu plus fortes. Donc là, on a des doses plus fortes que dans les polyarthrites non systémiques. On donne toutes les 2 semaines au lieu de toutes les 4 semaines. On reste à 8 mg kg, mais donc toutes les 2 semaines pour les enfants de 30 kg et plus. On passe à 12 pour les enfants de moins de 30 kg. Et donc, il y avait des maladies, des enfants qui avaient déjà 5 ou 6 ans de durée de maladie, qui avaient 15 infarctulations atteintes, qui étaient pour la moitié d'entre eux fébriles à l'inclusion. Et avec ça, vraiment des taux de réponse excellents sous tocilizumab comparé au placebo, en termes de réponse, amélioration 30% et contrôle de la fièvre. Des très bons taux de réponse aussi si on se met à 50 ou 70%. Vous voyez, là encore, les 2 tiers des patients sont améliorés de moins 70% à 12 semaines. Et la possibilité de baisser les corticoïdes de façon majeure chez ces patients grâce au tocilizumab. À côté de ça, le fait de ne pas avoir de fièvre au moment où on commence le traitement ne modifiait pas la réponse au traitement. Et le fait d'avoir déjà reçu un traitement par anti-TNF ou même par anti-L1, l'anakinra, avant de commencer le tocilizumab, ne préjugeait pas vraiment de la réponse. Donc même si on avait
une réponse insatisfaisante à une première biothérapie, on avait de fortes chances de répondre au tocilizumab. Et puis, une efficacité qui semblait se maintenir sur la durée avec ce traitement. Là encore, des problèmes d'infection, plus fréquents sous tocilizumab que sous placebo, et puis quelques réactions allergiques qui peuvent survenir sur ces perfusions de traitement. Ce sont des patients fragiles, des patients avec forme systémique qui font plus de réactions allergiques anaphylactiques que les patients avec des polyarthrite rhumatoïde. Il faut très bien les surveiller pendant leur perfusion. Et puis quelques petits effets biologiques, mais pas monstrueux, observés chez ces patients, baisse des polynucléaires, montée des transaminases, perturbation de bilan lipidique, et quelques décès, là encore, pour la plupart, je pense, explicables par la maladie sous-jacente, dont l'hypertension artérielle pulmonaire ou l'activation macrophagique, mais quand même au moins une infection sévère, possiblement favorisée par le traitement. Donc, une étude internationale qui a permis de fixer les bonnes doses pour les jeunes enfants, de montrer l'efficacité de ce traitement et sa relativement bonne tolérance, et qui a permis, là encore, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on peut prescrire et c'est remboursé le tocilizumab par voie intraveineuse dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique en échec des corticoïdes et des INS. Et l'étude de la voie sous-cutanée du tocilizumab dans la même indication est en cours. Alors il y a eu là aussi une petite étude faite pour voir si chez les patients qui avaient été pendant au moins 2 ans en maladie inactive, on pouvait se permettre d'essayer de diminuer l'intensité du traitement puis de l'arrêter. Ça marchait dans certains cas, dans ce petit travail de Benedetti. En gros, un quart des enfants pouvaient arrêter le traitement graduellement sans rechuter dans les mois qui suivaient, s'agissant d'enfants qui avaient une très longue durée de la maladie avant de commencer le traitement, donc c'était assez encourageant. Bien sûr, on aimerait étudier cela chez les enfants qu'on aurait pu traiter une phase plus précoce de la maladie et traiter moins longtemps que 2 ans. Donc les recommandations françaises dans cette maladie sont à la phase initiale les anti-inflammatoires type indométacine. C'est une atteinte articulaire, on discute avec un centre expert. Le plus souvent ce seront les corticoïdes. Peut-être dans certaines études pilotes on pourra proposer un anti-L1 avant corticoïdes. Et puis en tout cas on n'attend pas plus de 3 mois de corticothérapie pour discuter une biothérapie tocilizumab ou anti-L1. Et quand il y a une activation macrophagique c'est une urgence, il faut hospitaliser ces patients, prendre un contact expert rapidement et discuter une forte corticothérapie et parfois d'autres traitements pour éviter que cette complication ne mette en jeu le pronostic vital. Alors là encore, je résume, 2 AMM, 2 médicaments, une AMM, le tocilizumab et le canakinumab, et puis il y a des essais en cours avec le tocilizumab sous-cutané, une utilisation fréquente mais hors AMM de l'anakinra. Donc en expérience acquise, comme je vous l'ai montré, il y a des expériences pilotes à la phase précoce de la maladie avec les anti-L1, surtout l'anakinra. Vous avez vu l'expérience hollandaise dans cette forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Et il y a des études qui ont été menées, mais alors je me dois d'insister sur le fait que les principales études avec les anti-L1 ont été faites chez des patients qui avaient à la fois la polyarthrite et la fièvre. On commence maintenant à avoir des données encourageantes chez les patients avec la polyarthrite sans fièvre, mais ça n'était pas le cas des études initiales. Avec le tocilizumab, il n'y a pas tellement d'expérience à la phase initiale de la maladie. En revanche, chez les patients qui ont déjà plusieurs années de maladie, on a pu montrer que ça marchait très bien quand ils avaient une polyarthrite, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de fièvre associée. Donc un traitement puissant chez ces patients. Alors lorsque nous regardons, nous, dans l'expérience Necker, nous l'avons publié récemment, c'est un tableau de cette publication, quelles biothérapies permettent d'obtenir vraiment la maladie inactive, donc une maladie qui s'est complètement éteinte sous traitement. On voit, comme ça ne nous étonne pas, que les anti-TNF, il y avait aussi un patient sous adalimumab qui n'a pas répondu, donc un seulement sur 12 patients a une maladie inactive sous etanercept, alors que sous anti-L1, anakinra, canakinumab ou sous anti-L6, tocilizumab, la plupart des patients sont mis en première biothérapie en maladie inactive. Lorsqu'on ne répond pas à une première biothérapie, ou lorsqu'on y échappe, là, probablement même l'anakinra manque un peu de puissance, et seuls les anti-L1 les plus puissants comme le canakinumab ou les anti-L6 puissants comme le tocilizumab permettent assez constamment d'obtenir des pourcentages encourageants de maladies inactives ou de rémission complète en 2e, 3e ou 4e ligne. Alors les biothérapies ont aussi d'autres intérêts chez ces enfants avec arthrite juvénile. Plusieurs auteurs ont montré, c'est un travail américain, qu'on grandissait mieux sous biothérapie qu'avant avoir été mis sous biothérapie. La maladie, même en dehors de la forme systémique, même les polyarthrites sans fièvre, ralentissent un petit peu la croissance. Il y a un petit fond d'inflammation qui ralentit la croissance. Une fois que ces enfants sont mis sous biothérapie, ici c'était les anti-TNF-alpha, ils grandissent mieux, la vitesse de croissance se normalise, il y a même quelques rattrapages. À Necker, là encore, on a une vision un peu biaisée parce qu'on recrute des patients un peu plus sévères. On a vu qu'au minimum, on arrivait globalement à normaliser la vitesse de croissance quand on commençait une biothérapie, mais on n'allait pas forcément rattraper ce qui avait été perdu avant. Les enfants allaient ensuite être sur leur vitesse de croissance normale, mais pas forcément regagner un couloir de croissance qui aurait été perdu. Certains le rattrapent, mais pas tous. Et clairement, il y a quelques données qui laissent à penser que peut-être quelques patients ont vraiment une croissance qui s'accélère particulièrement sous tocilizumab. Ce traitement qui bloque l'interleukine 6 pourrait avoir un effet particulièrement intéressant chez certains enfants pour un rattrapage de croissance lorsque la croissance a été très ralentie par une maladie active avant mise sous tocilizumab.
Alors, l'expérience pilote actuelle porte aussi sur les uvéites. À côté du méthotrexate, qui a sûrement une action intéressante pour limiter le nombre de poussées d'uvéites, les biothérapies et surtout les anticorps anti-TNF-alpha comme l'infliximab et l'adalimumab semblent intéressants et peuvent probablement parfois permettre de mettre au repos une uvéite sévère qui était active même au stade de synéchie. Il y a quelques expériences pilotes, mais beaucoup plus limitées avec l'abatacept, le tocilizumab, les anti-L1 et le rituximab. Alors ça, c'est pour montrer qu'il y a un essai français qui vient de se terminer, mais on n'a pas encore les résultats, qui nous a permis de comparer l'adalimumab à un placebo pendant 2 mois. Et ensuite, tous les patients recevaient l'adalimumab avec une évaluation très précise par les ophtalmologistes, incluant la photométrie laser, qui est une mesure très précise de l'inflammation de la chambre antérieure. Donc on aura bientôt les résultats. Et un essai anglais avec plus de patients, où ils évaluaient les choses de façon un peu plus simple, avec l'examen qu'on appelle la lampe à fente, mais ils ont en fait arrêté récemment l'essai au bout de 90 patients, parce que probablement ça marche bien. Eux traitaient les patients dans un groupe par méthotrexate seul, dans l'autre groupe par méthotrexate et adalimumab, et a priori il semble que s'ils l'ont arrêté, c'est probablement que le groupe adalimumab et méthotrexate marche mieux que le groupe méthotrexate seul. Et donc on attend avec intérêt aussi les résultats de cet essai, qui pourrait peut-être déboucher sur une autorisation de mise sur le marché de l'adalimumab, de cet anticorps anti-TNF, dans les uvéites associés à l'arthrite juvénile idiopathique, quand le méthotrexate n'est pas suffisant. Voilà, j'arrive au bout de ce diaporama, et je suis donc disponible par la suite si des questions émergent pour essayer d'avancer davantage dans ce domaine donc, de traitement dont vous avez compris qu'il ne cesse de progresser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté des situations relativement fréquentes comme les polyarthrites de l'enfant, eh bien, on commence à avoir des indications de traitement dans des formes plus rares, comme la forme systémique, comme l'arthrite du tout petit, ou comme l'uvéite associée à l'arthrite juvénile idiopathique.